Financement en folie! Eh oui, bonjour la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé. Et aujourd'hui, on va jaser de financement participatif. Je vais vous avouer, franchement, à la base, c'était pas ça le sujet de la vidéo, c'était quelque chose d'autre, absolument à des années-lumière des financements participatifs. Mais il y en a beaucoup qui ont débuté dans les derniers jours, les dernières semaines. Et si je veux à ma manière les encourager comme je peux, eh bien tout ça, c'est une question de momentum. On n'a pas le choix de, comme disons, être bien coordonné si on veut vraiment, disons, présenter les 10 produits alors que ceux-ci sont encore en financement. S'il est trop tard, eh bien, il est trop tard. Et s'il est trop tôt, eh bien, les gens peuvent oublier. Donc, c'était maintenant ou jamais. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et même des gens qui m'ont écrit pour que, si jamais je voulais parler du financement. Et là, il y en a tellement, en fait, présentement, que je ne peux pas faire une vidéo pour chaque projet. Ça n'aurait aucun sens. Il faut que je fasse des choix. Et le choix que j'ai décidé de faire est le suivant. Je vais parler de tous les financements, en fait. Je vais aborder chaque financement dans cette vidéo-ci, un peu, pas nécessairement de façon expéditive, mais une espèce de présentation éclair. Donc, qu'est-ce que le jeu? Qui sont les auteurs, autrices, quels sont les thèmes, les mécaniques, le style, dans le fond aussi également, c'est à qui s'adresse le produit, pourquoi le backer, et c'est ça. Ça va faire un peu cette roue-là qui va tourner pour chaque jeu qui sont présentement, en fait, pour chaque jeu qui est présentement en financement participatif sur différentes plateformes, que ce soit BakerKit, Ulule, Kickstarter, Game on Tabletop, et bien entendu, pour chaque jeu mentionné, vous allez trouver les liens nécessaires au dit financement dans les commentaires, ou plutôt la description de cette vidéo-ci. Et pour que vous sachiez, j'ai pris le temps de bien lire, j'ai pris le temps de bien décortiquer ce que chaque jeu pouvait proposer. Il y en a déjà que je connaissais, et des jeux que je connaissais déjà dans le lot, d'autres qui sont gratuits présentement aussi en version PDF, donc c'est possible d'avoir déjà accès à l'ensemble de ce que le jeu propose. Et d'autres que je me suis fait envoyer justement des espèces de goodies, des avant-goûts du jeu en version numérique afin de pouvoir en parler. Et sans plus attendre, on débute avec le premier jeu de cette liste, Breathless Frightmare Edition. Présentation générale du jeu, c'est un petit jeu de survie horrifique, déjà bien connu de la sphère indé, qui se transforme alors maintenant dans une édition beaucoup plus ample, pensée comme une expérience complète, plutôt qu'un simple micro-jeu. La campagne de financement présente le tout comme une version, on va dire une refonte majeure du jeu original, avec une structure plus généreuse, davantage de contenu, qui est prêt à jouer avec une volonté claire de faire un produit à la fois compact, mais vraiment à l'esprit et au thème très fort. Et même si à la base, le jeu, je vais en reparler tout à l'heure, c'est un jeu de survie zombie, il existe une pléthore de variantes de ce jeu-là, puisque ces mécaniques sont assez faciles à se transposer d'un jeu à l'autre. Et ainsi, il y a plusieurs également paliers de financement à débloquer qui permettent d'avoir des variantes de base du jeu. Mais on va dire la base demeure la même, c'est-à-dire l'urgence, la nervosité de vouloir être dans un moment critique et de s'approcher de la mort à mesure que les ressources se font de plus en plus rares. C'est très simple, vous allez voir quand je vais aborder en fait les mécaniques de base. Qui sont les auteurs? Eh bien, le jeu est signé René-Pierre Dehaye, Gélina, un auteur que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir sur la chaîne, parce que oui, c'est un Québécois, mais c'est important de mentionner que la version actuelle en financement, elle est en anglais. Elle est produite par Mythwork, avec Jack Panic, DNGN Club à la mise en page, Ville à l'illustration, et M. Hallenhall sur l'écriture des aventures. Côté thème, on est dans une survie de zombies, vraiment très nerveux, désespérés, des survivants qui tentent de rester en vie dans un monde ravagé par les morts-vivants avec une logique de récupération, d'usure et de pression constante. Côté mécanique, le cœur du système repose sur des dés de compétences et d'objets qui vont du D4 au D12. Pour résoudre une action, on vise un 5 et plus en lançant les dés. Mais le dé qu'on utilise va probablement se dégrader après l'usage. Et pour revenir à son niveau initial, il faut, en anglais, ils disent catch your breath, donc reprendre son souffle, ce qui permet en fait des échanges, mais aussi également l'arrivée de potentielles nouvelles complications. La Frightmare Edition, donc l'édition qui est présentement en financement participatif, ajoute des mécaniques supplémentaires pour générer des tables, générer des dangers et même un monde apocalyptique un peu à la volée. Côté style, eh bien c'est brutal, c'est cinématique et c'est même aussi portable. Et ça, c'est un peu la magie de Mythwork, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait par le passé. Donc, c'est une collection de petits pamphlets
pour la nouvelle édition, bien entendu, avec vraiment un ton assumé horreur, pulp, survie, avec tout le nécessaire pour pouvoir jouer rapidement et transporter le tout de façon très simple. À qui s'adresse ce produit? Clairement aux tables qui aiment les one-shots avec un faible niveau de préparation, les gens qui aiment la survie horrifique, les systèmes simples mais tendus, ceux qui aiment la prise en main rapide et ceux qui aiment aussi les beaux produits parce que c'est très beau. Mythworks, qui ont déjà fait par le passé avec leur jeu justement un peu plus cyberpunk aussi, c'était très chouette, l'espèce de mise en page très originale des petits pamphlets. Je trouve que ça fait changement et c'est de toute beauté. Donc pourquoi le baquer? Eh bien, si vous aimez voir une version définitive d'un petit jeu indépendant qui a vraiment eu un aura culte dans les dernières années dans la sphère anglaise, française et même autre, si vous voulez avoir quelque chose qui est vraiment clé en main et qui se joue justement à la volée sans problème, je pense que c'est pour vous. Et si vous souhaitez aussi encourager un auteur québécois, c'est une belle occasion d'encourager quelqu'un qui réussit à se, on va dire, à attirer l'attention sur la scène internationale parce que M. René-Pierre Desjardins, sympathique bougre qui mérite qu'on s'attarde à son travail, eh bien, je lui souhaite bonne chance et bonne réussite en fait. Et c'était la présentation éclair pour Breathless Frightmare Edition. Petite parenthèse rapide que j'ai oublié sur Breathless, sa version numérique, elle est déjà accessible. Elle est gratuite. Vous pouvez aller la chercher et elle va être disponible dans la description de cette vidéo. Donc, pourquoi pas? Allez encourager. Hein? C'est facile. Let's go. On y va. C'est parti. Et on continue avec Fomoria, Epic Folk Horror Role-Playing Game, qui se présente comme un jeu de rôle, comme son nom le dit, folk horror, sombre et souterrain situé dans un monde sans soleil, étrange, hostile, presque, dirais-je, organique. Les personnages vont évoluer dans un endroit qui se nomme la Strata, un univers d'en dessous où survivent les derniers peuples issus de la surface, entre clans rituels, contagions et créatures inquiétantes. Ce qui ressort le plus, je dirais, de ce jeu-là, au premier coup d'œil, c'est le petit côté, dirais-je, de vouloir instaurer certaines facettes à une mécanique de base qui a déjà fait ses preuves et vous allez comprendre pourquoi. Le projet est signé par Tania Herrero et Joanne Nord. Joanne Nord que vous avez déjà peut-être entendu son nom comme étant le papa de Morborg et aussi co-créateur de Cyborg. Le thème, c'est la descente, la contamination, communauté sous pression. Les personnages joueurs, ce sont des folks, ces espèces de descendants des peuples qui habitaient à la surface, des espèces d'animaux anthropomorphiques avec un petit côté mutation, un petit côté corruption même, dirais-je, et aussi bien entendu de social et de gestion en soi de communauté, parce que oui, côté mécanique, le jeu utilise le moteur de Morborg, donc c'est très léger, on s'entend, c'est très léger, mais il y a vraiment, une envie de vouloir mettre l'emphase sur le développement des personnages, donc leur lien dans les communautés, les relations mutuelles, avec tout ce que ça peut venir, parce que vous êtes des clans qui doivent se soutenir contre les menaces extérieures et les menaces possibles des autres clans. Donc il y a vraiment une couche plus sociale et évolutive qui veut venir avec ce jeu-là. Reste à voir si ça va être le cas. Le côté style, c'est très atmosphérique, c'est très, disons justement, organique avec l'esthétique un peu très lourde, très revendiquée. On s'entend, on comprend exactement dans quoi on s'embarque. Il n'y a pas de sous-entendu ou d'absence de nuance. Il n'y a pas de nuance dans ça. Là. On sait que c'est de la dark fantasy avec une petite touche d'héroïque. Ça a l'air assez angoissant avec des clans, quelque chose de très animal. En fait, c'est fucking beau, là, on ne se le cachera pas. C'est vraiment, vraiment super beau, comme bien des jeux de Morborg. Mais est-ce que ça va vraiment être, on va dire, le summum? On ne sait pas encore. C'est impossible de le savoir. À qui s'adresse le produit? Eh bien, à ceux qui aiment Morborg, je pense déjà, de base. Ceux qui aiment le folk horror. Ceux qui aiment les beaux livres aussi également. Ceux qui veulent jouer des animaux anthropomorphiques dans un contexte autre que Root, peut-être. Et pourquoi le baquer? Eh bien, si vous cherchez quelque chose avec une personnalité visuelle très forte et un cadre assez distinctif et original, avec une mise en contexte qui est un peu plus riche que, on va dire, qu'un Morborg moyen, avec un petit angle folk horreur, un peu l'ambiance Wicker Man et Hereditary, pas Hereditary, mais Midsommar plutôt, eh bien, ça pourrait peut-être être pour vous. Et si vous aimez, bien entendu, on dirait les produits de la Free League et Joanne Nord, ça pourrait être intéressant pour vous également. Et on continue avec Flail, le Old School Fantasy Brawler. Flail. Ça, Flail,
Je déteste déjà le prononcer par contre, mais c'est en fait dans mes jeux que j'attends le plus pour l'année 2026. J'attends ce jeu-là comme c'est pas possible déjà pour plusieurs raisons et vous allez comprendre alors dans ma description. Présentation générale, Flail s'est présenté comme un jeu fantasy old school, rapide, c'est brutal, jouable, vraiment à la volée, pensé pour des séances dynamiques où tout peut déraper très vite. Donc les sorts peuvent partir de travers, les armes vont lâcher, les plans vont s'effondrer, les joueurs vont survivre à bien peu, surtout en se basant sur l'instinct et leur improvisation. Et Flail, en fait, se vend beaucoup comme quelque chose de très pratique à la table. Donc, peu de préparation, beaucoup d'action, de l'exploration efficace. Pour le mentionner, je vais le dire tout de suite, comme ça je ne vais pas l'oublier. Vous pouvez déjà trouver le jeu en PDF également. Je vais mettre le lien, bien entendu, dans la description de la vidéo. C'est disponible, l'auteur l'a mis disponible pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. Et c'est de la bombe, c'est vraiment de la bombe. C'est quelque chose de très orienté pour les campagnes courtes, déjà on va se le dire. Ça donne l'impression d'un jeu qui ne cherche pas à simuler un monde de manière très simulationniste, mais on est vraiment plus dans la production de fantasy, de fiction, donc un chaos qui est assez maîtrisé pour le maître de jeu, qui doivent gérer quand même quelque chose d'assez, on va dire, chaotique, comme je l'ai dit, et la prise de décision immédiate avec une forte dimension ludique et tactile. Et vous allez comprendre pourquoi maintenant. Les auteurs. En fait, l'auteur principal du jeu, c'est André Nova, fondateur de Game Omnivorous, qui le présente comme sa propre lecture un peu de l'OSR après avoir travaillé sur des jeux comme Mouse Ritter, Vault of Varn, Frontier Scum, The Job, The X-Crawl Toolbox. C'est de la folie pure. Et pourquoi est-ce que c'est tactile? Et bien justement, comme Mouse Ritter, il y a des petits aspects physiques, là, des petits trucs que vous pouvez tenir dans vos mains et que vous pouvez utiliser durant la partie pour représenter vos armes et la gestion de votre équipement. Côté thème, c'est pas un univers fermé, c'est de la fantasy old school chaotique à la DCC un peu. Les sorts vont déraper, on va vivre vraiment des courtes vies, c'est du crawl, du dungeon crawl, elle explorer des zones, c'est pas de la fantasy épique majestueuse, c'est de l'OSR un peu sale. Côté mécanique, c'est surtout là, je trouve que le jeu se démarque des autres OSR plus classiques. On est vraiment loin du rétro-clone compatible avec l'OSE et les autres versions de Donjons Dragons. Là. On est plus proche aussi de Mouse Ritter, je dirais. Il y a des mécaniques qui reviennent de Mouse Ritter, dont on va dire, la gestion de l'inventaire tactile qui est géré avec des cartes, des petits tokens physiques que vous devez placer sur la feuille. Mais également aussi, en fait, c'est là que je trouve que c'est très cool. Les combats utilisent des D6. Et c'est des D6 à la façon d'un jeu de poker. Fait que dans le fond, vous devez faire des combinaisons pour pouvoir créer des effets spéciaux. Et là, comme par exemple, j'en ai sous les yeux, là, ça peut être justement des paires, des triplettes, le poker, le full house, et même la séquence, donc une séquence consécutive de chiffres. Et ça peut créer différents effets supplémentaires selon, bien entendu, le contexte, la classe que vous jouez, les armes que vous avez, les styles de pouvoir que vous possédez. Et ça, j'ai vraiment hâte. Ça, j'ai vraiment, vraiment hâte pour l'avoir lu d'un bout à l'autre. Là. Je ne veux pas trop en dire parce que ça, c'est un jeu que je veux justement... J'aimerais ça faire une vidéo dessus éventuellement. Je sais que Steven aussi, de la chaîne, est très, très, très stimulé par ce que va proposer Flail. Parce que côté style, eh bien, c'est très tactile, c'est absurde, c'est très OSR avec un petit sourire en coin. Là. On est là pour avoir du fun, un peu justement à la Dungeon Crawl classique. Donc, je pense pas jouer à ce jeu-là et vivre des aventures qui vont me faire ressentir des émotions profondes et conflictuelles sur l'évolution psychologique de mon personnage et comment est-ce qu'il se sent lorsqu'il apprend que, dans le fond, le grand méchant de la campagne, c'est son frère jumeau. On est loin de là. Et moi, c'est ça que... Des fois, je recherche ça. À qui s'adresse ce produit? Aux gens qui aiment l'OSR, mais je pense aussi aux personnes qui voudraient quelque chose d'un peu plus rapide à mettre en place dans le style un peu gonzo chaotique que DCC. Bien que j'adore DCC, j'aime d'amour et d'eau fraîche DCC. Mais Flail, il y a un petit quelque chose, je trouve, sur l'immédiateté du jeu qui lui donne aussi quelques points. Et je pense que ça peut être aussi un produit très intéressant justement à tester en famille, alors qu'il y a des aspects un peu plus tactiles, touchables, visuels, où est-ce qu'on tient des affaires à la Mouse Ritter. Les personnes qui veulent quelque chose d'un peu plus justement léger, qui ne veulent vivre une expérience un peu plus c'est bien, cave comme aventure, mais on a beaucoup de plaisir avant une autre expérience beaucoup plus lourde. Ça pourrait être un bon apéro. En termes de jeu de rôle, je pense que ça peut être ce genre de produit-là, en fait, le public cible, je dirais. Et côté, pourquoi le backer?
eh bien, si on veut un OSR qui est bien outillé, qui a un soin matériel à fond Léon, déjà là, c'est de toute beauté dans le noir et blanc, qui a déjà des modules existants, des outils en ligne, déjà plein de choses en fait en ligne qui ont en lien avec ce jeu-là pour pouvoir générer des personnages, des aventures, l'impression pour les cartes que vous pouvez découper pour mettre sur vos feuilles de personnages. Il y a vraiment quelque chose à voir et à faire avec Flail qui donne justement envie de s'y plonger sans avoir l'impression de se dire bon, encore un autre rétro-clone. On est vraiment loin de ça. Donc, Flail, le jeu de rôle OSR chez Game Omniverse. OK, Mega Dungeon Month. Et oui, comme si j'avais le temps de parler de tout ce qu'il y a ces temps-ci en financement. Ça fait quelques fois que ça arrive déjà, depuis l'année passée, il y a des initiatives qui se nomment les 111 Month. Donc, quelque chose mois, et plutôt le mois de quelque chose. Et ce sont souvent des regroupements de gens qui se mettent ensemble pour faire des financements participatifs sous un thème précis, sous un jeu précis. Et les personnes qui ont débuté ça, vraiment, ce qui a mis sur la carte, on va dire, c'est le Mothership Month qu'il y a eu l'année passée ou l'autre avant, je ne sais plus, ça fait déjà un bout. Et là, bien, il y en a plein. Il y en a plein. Et c'est à la fois très intéressant, très stimulant, mais aussi en même temps, c'est très étouffant parce que c'est beaucoup de financement en même temps. C'est beaucoup de financement qui débute et qui se termine en même temps, donc ça peut coûter très cher rapidement. Et il y a vraiment un petit aspect un peu FOMO, le Fear of Missing Out, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont exclusives, il y a beaucoup de choses, on donne le goût de vouloir participer puis encourager des gens, mais en même temps, tu ne veux pas vraiment comme juste hypothéquer ta maison pour avoir un livre de jeu de rôle. Donc c'est... je trouve qu'il y a des plus et des moins à l'ambiance du jeu pour le mois. Et il y a justement, présentement au moment où cette vidéo-là est publiée, il y a le Mega Dungeon Month. Donc c'est pas justement un jeu unique, mais une opération thématique montée sur la plateforme BakerKit qui regroupe plusieurs campagnes autour du thème du méga donjon, l'exploration de donjons massifs. Vous savez, un sujet que j'aime beaucoup d'amour. L'intérêt dans le fait du projet réside justement pas dans une seule proposition ludique, mais c'est vraiment l'effet de vitrine. Donc, le même espace pour plusieurs éditeurs, plusieurs systèmes, plusieurs visions du concept du méga donjon, du plus classique au plus expérimental pour un public rôliste qui aime ça tester le dungeon crawling à grande échelle avec une logique plus orientée vers la découverte. Avec, mon Dieu, il y a vraiment beaucoup de stock, là. Justement, côté auteur, ben, il n'y a pas juste une personne, ça va avec côté compagnie, tu sais, je pourrais mentionner, il y a Goodman Games, il y a Trollord Games qui est là, il y a Ron Rook et Descartes qui font du stock absolument fou, braque. Il y a Montecut Games également, Ghostfire Gaming aussi qui est là. Il y en a vraiment beaucoup. Et le thème fédérateur, c'est évidemment le méga donjon au sens large, des gros labyrinthes, dungeon crawl, contenu d'exploration profonde, accessoires, variations autour du donjon massif. Il n'y a pas de mécanique commune non plus. Ça peut être du DCC. Il y a de la 5e édition. Il y a le système Die, justement, aussi, qui est sorti déjà un petit bout. Et côté style, eh bien, ça va dans tous les genres. Du donjon, méga donjon le plus classique au donjon même le plus méta. Il y a Castle White Rock, d'ailleurs, qui est comme un gros classique du genre qui revient, et Castle Zagig aussi, qui est comme dans le concept de vouloir créer justement l'effet OSR du plus pur de ce qu'on peut imaginer. Et à qui s'adresse ce produit? Eh bien, les gens qui aiment les méga donjons, comme moi. Vraiment. Et pourquoi le baquer? Eh bien, si vous aimez les méga donjons, allez-y. Je dois vous avouer, personnellement, par contre, et ça, c'est ma petite bémol, il n'y a pas de gros projets qui m'ont immédiatement attiré le regard dans le méga donjon, à part peut-être justement Castle White Rock chez Goodman Games pour DCC RPG. J'ai trouvé ça. J'étais comme un ouais, peut-être. Mais les autres, je sais pas trop encore. On dirait que je suis pas sûr. Je sais pas sur quel pied danser avec ça. Mais je voulais quand même le mentionner parce que bien ça fait partie des choses qui sont présentement en financement et ça vaut la peine d'en parler. Et on continue avec le prochain projet. Il s'agit de Magic of Entering qui part d'une idée bien simple, immédiatement lisible et très forte. Au lieu de jouer l'expédition, le combat et la victoire contre le boss lorsque vous explorez un donjon, le jeu s'intéresse au moment qui suit, donc quand les aventuriers doivent enfin trier tout ce qu'ils ont récupéré. En fait, c'est une nouvelle édition d'un jeu qui existait déjà sur Itch.io, qui revient maintenant dans une version physique et complète, et qui se présente comme un jeu narratif, accessible, qui est prêt à jouer, qui n'a pas de maître de jeu, qui est très très rejouable, qui est centré sur le désencombrement du butin
et de l'absurdité qui vient du concept de l'inventaire dans un jeu de fantasy, c'est très assumé. C'est très assumé, ça ne cherche pas à concurrencer un quelconque dungeon crawl traditionnel, ça va plutôt détourner pour aller jouer sur des mécaniques plus banales, avec une expérience qui est drôle, inventive, et qui n'a pas de maître de jeu non plus. C'est sans maître de jeu. Qui sont les auteurs? Eh bien, le jeu est signé Callum de Rollist, que j'ai déjà en fait mentionné dans d'autres vidéos, parce que c'est l'auteur d'un de mes gros coups de cœur des dernières années, que j'ai beaucoup apprécié. J'en ai fait mention dans mes coups de cœur, je pense, de 2024, si je ne me trompe pas. Et c'était Rosewood Abbey, qui est un jeu qui est basé sur le système de Brindlewood Bay, mais dans le contexte d'une abbaye médiévale. Et je trouvais ça que c'était vraiment très chouette. Et le visuel pour Magic of Untiring est lié au travail de Buddy Hartley. Côté thème, on est dans une parodie affectueuse, on s'entend, là, c'est pas pour se moquer, on va rire un peu des règles d'encombrement, des clichés du dungeon crawl. Les joueurs vont incarner des aventuriers qui ont déjà battu le boss et qui doivent maintenant décider quoi faire, quoi jeter et quelle valeur émotionnelle ou pratique donner au butin. Côté mécanique, le jeu suit une méthode de 6 étapes dans laquelle on va remplir et échanger des cartes effaçables. Il y a des dés qui doivent être lancés, il y a des jetons aussi qui doivent être tirés, sur lesquels il va y avoir des prémices pour inventer des objets et raconter le destin des aventuriers surchargés. Ça a l'air vraiment beau. T'sais, côté style, c'est comique, c'est vif, c'est familial, c'est un jeu, c'est humoristique, mais c'est pas creux. Ça ne semble pas être creux, du moins de ce qu'on peut voir aussi dans le Quick Start qui est disponible gratuitement, donc je vous conseille d'aller voir. C'est très fort dans son design visuel, dans le sens que c'est une esthétique qui revient tout le long de l'ouvrage, et de la boîte et des différents composants qu'il y a. C'est très accueillant, c'est léger, mais ce n'est pas niais. À qui s'adresse le produit? Eh bien, un public, je pense, assez large. Je pense que c'est un peu ça. Donc, autant les gens qui sont plus chevronnés, des débutants absolus, et même, je pense même à un certain point, les gens qui aiment le jeu de société aussi pourraient y trouver un certain plaisir pour une activité qui reste quand même assez courte et drôle. C'est très polyvalent. Puis je pense que ça reste que c'est une des plus grandes forces du concept, alors qu'il est aussi également original, c'est très polyvalent. Donc pourquoi backer? Eh bien, si vous aimez les jeux qui ont une idée centrale très nette, très claire, qui pousse en fait son idée jusqu'au bout, qui aime pour celles et ceux qui aiment les boîtes qui sont prêtes à jouer, donc vraiment vous l'avez, vous l'ouvrez, puis c'est parti mon kiki parce qu'il n'y a pas de maître de jeu. Les gens qui aiment beaucoup justement la création participative, donc sans maître de jeu, vous créez ensemble l'histoire. Si vous aimez aussi les campagnes qui sont plutôt assez courtes, avec un système qui offre quand même une certaine rejouabilité, c'est très rejouable, eh bien je pense que ça peut être pour vous. On continue avec un autre projet, il s'agit de Empire, le jeu de rôle Napoléon Punk, un jeu de rôle français, pour le mentionner, disponible en français, qui se présente comme un jeu de rôle Napoléon Punk, pour ce que ça veut dire, situé dans une France alternative où Napoléon n'a pas perdu la guerre et où l'Empire se prolonge dans un 19e siècle décalé. On s'est chargé de tensions politiques, d'enquêtes et d'intrusions surnaturelles. Le projet semble vouloir conjuguer plusieurs plaisirs à la fois, dis-je en mimant de la jonglerie, donc le goût de l'Uchronie historique, quelque chose que j'aime quand même vraiment beaucoup. Plus j'y pense. La couleur très française d'un imaginaire impérial transformé, un jeu d'enquête où les personnages sont envoyés là où l'ordre rationnel ne suffit plus. Ce n'est donc pas seulement un décor napoléonien avec une couche de fantastique, mais vraiment une proposition qui cherche à installer un monde cohérent. Ça reste que tout fonctionne, c'est très complet, conflictuel, c'est mystérieux, dans lequel les personnages se trouvent à la jonction de l'état, du trouble social et de l'étrange. Qui sont les auteurs? Eh bien, le jeu est présenté comme une création de Ghislain Masson et Esteban Mathieu, publié chez Entremonde Éditions, les papas et mamans du très prolifique Knight. Côté thème, les personnages sont des individus marginalisés, marqués par l'étrangeté, enrôlés comme bourdons dans la brigade de Vidocq pour résoudre des affaires que la police ordinaire ne peut ou ne veut pas traiter. Donc on parle des aventures qui ont une petite touche historique, de tensions politiques, de secrets personnels, ainsi que de paranormal. Ça me fait penser. Je ne sais pas si vous connaissez ça, j'en ai déjà parlé, ça fait longtemps, mon Dieu, dans une vidéo, il y a de cela 1000 lunes, sur The Dissection. Je ne veux pas partir sur ce jeu-là, mais ça me fait penser à ça côté thème. Il y a comme un regroupement qui se fait, sauf d'un point de vue, on dit dans un contexte plus anglais, alors que là, on est vraiment plus dans le Napoléon punk, comme c'est mentionné.
Côté mécanique, le jeu utilise ce qu'on appelle le système Bicorne, qui est centré sur la prise de risque, avec l'utilisation de plusieurs D6 qu'on lance. Et selon les résultats, eh bien, ça peut être une réussite, un échec ou même ce qu'on appelle dans le jeu une bérésina. Donc vraiment un échec critique terrible qui va occasionner des contre-coups assez flamboyants. Mais par chance, le personnage possède des traits, des talents et même des points de filouterie pour influencer le système de jeu, ou du moins influencer le résultat des dés et possiblement réussir ainsi son action. Côté style, le jeu semble posséder ce que j'aime appeler affectueusement le cinématique français. Donc ça me fait penser à une affiche de film. Tout est beau. Tout est léché. Les personnages ont une anatomie parfaite. Les couleurs, l'effet de dégradé, l'ombre et lumière, les détails, c'est complètement fou. Et on dirait que c'est comme une question que je me pose depuis vraiment longtemps pour les gammes françaises, vraiment qui ont cette approche-là. Et je trouve ça incroyable. Mais je dis ça de manière vraiment positive. C'est pas négatif du tout. J'ai l'impression qu'il faudrait que ça me coûte mon budget de l'année pour financer une illustration d'un livre comme ça. Je trouve que je lève mon chapeau aux gens qui peuvent produire ce genre d'ouvrage-là, tout en couleur. Si ça vous intéresse, bien, à qui s'adresse le produit? Aux gens qui aiment les beaux produits, parce que ça semble être un très très beau jeu, mais aux gens aussi qui aiment beaucoup l'Uchronie française, les enquêtes occultes, les choix moraux, l'ambiance un peu justement guerre napoléonienne, la politique européenne, espèce de conflit derrière les rideaux. Et pourquoi le baquet? Eh bien, si vous souhaitez encourager un produit français, c'est le temps également. Si vous souhaitez encourager une boîte très indépendante, l'Entremonde, ça reste que c'est très indépendant, c'est le temps aussi. Si vous souhaitez encourager un produit qui a, dire sur du long terme, je pense que ça peut être très intéressant parce qu'il y a déjà une campagne avec 12 scénarios qui vont être disponibles éventuellement à la sortie du jeu. Ça peut être un bon signal si vous souhaitez jouer à un jeu sur le long terme. Et comme on connaît justement Entre-Monde avec Knight qui va sur le long terme, eh bien, je pense que ça peut être une belle occasion de plonger dans un autre produit qui n'est pas prêt de s'essouffler. Et on conclut avec un dernier projet, encore une fois en français, mais il s'agit cette fois-ci d'une traduction. Je parle du Roi en jaune. C'est vraiment la version française d'une campagne d'horreur en anglais de Yellow King, où une pièce maudite et l'influence de Carcosa contamine peu à peu le réel. Carcosa étant une ville située dans l'espace, là, sur une planète, là, je ne me rappelle plus laquelle. La proposition ne se limite pas à une ambiance de mythe littéraire ou d'une simple adaptation de la nouvelle de Chambers, comme les de base le Roi en jaune. C'est plutôt, on va dire, conçu comme une traversée. On va vivre plusieurs époques différentes, plusieurs réalités, plusieurs versions possibles d'un monde, avec des personnages qui subissent les effets d'un débalancement progressif du réel. Dans le fond, le cœur du jeu repose sur... C'est moins frontal, l'horreur est moins frontale, ça reste que c'est l'appel de Cthulhu un peu ish, dans le sens que c'est dans le mythe Lovecraftien, mais on est plus lié sur la perception, le glissement d'un monde qui dérive à la montée de l'inacceptable plutôt qu'à une simple confrontation avec un monstre direct. Là. C'est un jeu qui a une ambiance très très particulière entre enquête, étrangeté cosmique plutôt, cauchemar qui s'étend, exploration aussi uchronique. Vraiment, il y a quelque chose de vraiment, vraiment unique dans ce jeu-là. À la base, c'est écrit par Robin Dilla et la version française, eh bien, elle est portée par Pattern Recog Edition, qui est aussi une boîte très, très indépendante que j'aime beaucoup, qui ont vraiment traduit des jeux, des petites pépites indépendantes qui n'auraient jamais vu le jour en français si ce n'était pas de eux. Et ils sont associés cette fois-ci avec Studio Dead Crow pour la traduction française. Déjà, avant de le dire à qui financer, quoi financer, si ça vous intéresse ou non, sautez là-dessus. Je trouve que c'est vraiment une très très belle occasion et sont encore en financement. Et contrairement à d'autres financements, celui-ci avance, mais il avance un peu plus lentement. Donc je pense que ça vaut la peine de vraiment se pencher sur ce projet-là si jamais ça vous intéresse. Côté thème, on est dans une horreur Lovecraftienne un peu différente de d'habitude. Ça reste que c'est, comme je l'ai mentionné, on n'est pas du tout dans l'affrontement direct. Là, vous n'êtes pas dans Supernatural avec les frères Winchester qui essaient de déglinguer des démons. Là, on est très loin de ça. On est dans une ambiance plus posée. Le changement on va dire, du réel, le monde dans lequel on vit qui se transforme peu à peu à cause de l'influence du Roi en jaune, et ainsi 4 cadres sont proposés. Il y a Paris, la guerre, The Wars, ou plutôt les guerres, il y a l'Aftermath, donc après la guerre, et This is Normal Now, donc c'est normal maintenant. La dernière facette un peu du jeu dans laquelle on est dans une ambiance où on vit aujourd'hui et malgré tout, il y a
en quelque sorte l'horreur qui est tapie dans l'ombre et qui est au quotidien. Donc les personnages peuvent visiter plusieurs réalités, plusieurs époques. C'est vraiment unique. C'est vraiment, vraiment, vraiment un produit unique. Côté mécanique, le jeu utilise le système Gumshoe. Le système Gumshoe, j'ai une relation un peu conflictuelle avec lui. On valse des fois ensemble, des fois on se pile ses pieds, des fois on se regarde dans les yeux, on n'est pas sûr si on s'aime ou si on s'aime pas. Ça dépend vraiment le contexte, ça dépend le jeu. C'est vraiment la philosophie classique de si le personnage possède l'aptitude d'enquête appropriée, il va réussir à avoir l'indice qu'il souhaite, on va dire, trouver. Mais il y a des éléments qui sont propres et qui sont ajoutés au contexte du roi en jaune, que ce soit des blessures, des traumatismes, la création de personnages qui est vraiment liée au cadre approprié, selon le cadre dans lequel vous allez jouer. La création de personnages va se faire d'une manière précise. Côté style, c'est très littéraire. J'aime beaucoup ça, en fait. C'est rare que je dise ça. Souvent, j'ai un peu plus de difficultés avec les jeux qui sont très verbaux. Mais je trouve que c'est très bien écrit. C'est vraiment, vraiment bien écrit. Et connaissant Pattern Recog Édition, pour avoir déjà eu, avoir à ma possession quelques-uns de leurs ouvrages traduits, ils font vraiment de la bonne job côté traduction. Donc, je suis vraiment pas inquiet à ce niveau-là. Mais c'est vraiment, vraiment très bien écrit. C'est très... à mesure que ça avance, à mesure que vous sentez cette espèce de contamination-là du réel, espèce de glissement, l'espèce de perte de sens, d'identité. C'est très beau aussi. Les illustrations sont très uniques également. Espèce de mélange de coloration particulière avec, des fois on a l'impression que c'est comme un collage, mais des fois c'est des dessins. C'est vraiment, vraiment spécial. Et je trouve que ça détonne de ce qu'on voit habituellement. À qui s'adresse le produit? Eh bien, les gens qui aiment le Gumshoe, les gens qui aiment le Gumshoe système. Ils sont plusieurs. Moi, des fois, ça dépend de la situation, mais moi, des fois, j'aime le Gumshoe. Ceux qui veulent vraiment vivre une campagne ambitieuse. Tu sais, pensez, rappelez-vous, là, la grosse campagne de l'Appel de Cthulhu 6e édition. Là. Genre, vous avez joué le truc là, qui se passait, là, les montagnes, au-delà des montagnes hallucinées, l'affaire de genre, je sais pas, 400 pages, c'est immense. Là. Vous avez joué ça, puis là, vous souhaitez revivre quelque chose d'autre d'ambitieux. Eh bien, la campagne complète du Roi en jaune avec le Gumshoe System, ça pourrait être la bonne occasion. Je pense aussi que ça parle pour les gens qui aiment l'horreur un peu plus psychique, cosmique. On est très loin du pulp, quelque chose qui veulent aussi, explorer un produit incontournable dans le monde anglais et qui maintenant sera possiblement disponible en français. Pour vrai, sauter là-dessus, ça vaut la peine. Et finalement, pourquoi le baquer? Eh bien, en premier lieu, pour encourager une maison d'édition indépendante, celle de Pattern Recog, qui tiennent à bout de bras des petits projets qui sont un peu plus nichés, qui sont un peu plus expérimentaux, qui sortent des sentiers battus. Et à ce propos, eh bien, justement, pour démontrer qu'il y a un public intéressé à ce genre de projet-là, des projets qui veulent... qui vont pas nécessairement toujours réinventer la roue du jeu de rôle, c'est pas ça le concept, mais qui vont justement au moins montrer la diversité et la richesse qu'on peut retrouver dans le monde du jeu de rôle. Je pense que pour ça, ça vaut la peine. Et voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo sur les différents projets qui sont présentement en financement participatif dans le monde du jeu de rôle. J'aurais pu en inclure d'autres. Il y en a plein d'autres qui ont attiré mon attention. Je serais curieux de savoir, vous, lequel ou lesquels vous intéressent dans les commentaires. Marquez-le. J'aimerais ça le savoir. Je vais vous lire. J'aimerais ça savoir également si cette vidéo vous a fait découvrir un ou des projets qui maintenant vous intéressent. J'aimerais ça le savoir également. Et peut-être une petite parenthèse aux gens qui, en fait, s'occupent de ces financements-là, de ces 10 projets-là. Vous savez, dans un monde idéal, tu sais, dans un monde, là, imaginez une réalité alternative dans laquelle Coup Critique est mon travail à temps plein. J'aurais fait une vidéo sur chacun des projets, avec grand plaisir. J'aurais fait une vidéo sur tous les projets, je les aurais présentés de tout, en fait, de long en large, du début jusqu'à la fin. J'aurais vomi ma joie et mon bonheur sur chacun de ces projets-là. Mais malheureusement, le temps me manque. Travail de subsistance, boulot de prolétaire, bref, le quotidien d'une vie bien remplie. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, Coup Critique sera mon travail. Qui sait, hein? Et si vous souhaitez encourager ce genre d'initiative-là, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut, un petit commentaire. Sinon aussi, on a un Patreon. Hein, si jamais vous voulez nous encourager pour le stock qu'on achète et tout le tralala qui vient avec, vous pouvez aussi aller sur le Patreon. Tous les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. Mais en toute chose, vous encouragez les différentes initiatives qui ont été mentionnées, surtout les initiatives qui ont besoin, en fait, de votre soutien présentement. Allez-y, foncez, allez voir ça. Il y a du stock pour tous les goûts, pour tous les genres, pour toutes les envies. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.